Bonjour, bienvenue dans Mon Quotidien TV. Comme chaque semaine à 18 h, je rencontre une personnalité qui va nous expliquer ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et peut-être qui nous livrera aussi sa vision de l'actualité. Alors aujourd'hui, je reçois Delphine Mériot. Bonsoir Delphine. Bonsoir, merci de me recevoir Merci sur votre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par deux mots. Restauratrice, ça d'accord, mais engagée. Oui. What else? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'il y a des convictions, des certitudes, qu'il y a des combats à mener, qu'il y a un engagement vis-à-vis de la société, souvent un engagement sociétal, un engagement entrepreneurial, et puis un engagement humain envers les salariés, les concitoyens et envers la société et le pays dans lequel on vit. Comment est-ce que ça germe dans votre tête au moment où vous décidez de vous lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat, de la restauration en particulier et voilà, comment tout ça s'est connecté? Ah, alors c'est une longue histoire, je vais essayer d'être synthétique. Sinon, je vous interromps. D'accord. D'abord, je n'ai pas décidé d'être restauratrice. C'est une histoire, on va dire, familiale. Donc, j'ai d'abord fait des études classiques, école de commerce, école de langue. Et puis, un jour, j'ai rencontré mon époux qui était dans la restauration. Et de l'aider comme ça, une fois, deux fois, un week-end un peu chargé, un soir un peu chargé. Je me suis piquée au truc et puis j'ai vendu les affaires que j'avais puisque j'étais déjà dans l'entrepreneuriat. Et je me suis lancée avec lui dans la restauration avec un peu la boule au ventre parce que c'est un métier difficile. C'est un métier où si on n'a pas la vocation, il est très compliqué de tenir les horaires, les temps de travail et puis l'énergie qu'il faut y mettre tous les jours à se lever de bonne humeur et à avoir ce qu'on appelle la niaque. Mais quand on se pique au truc et quand on commence à avoir le virus, ça devient une passion et ça devient un engagement. Bon, et alors du coup, comment est-ce que vous avez basculé? Parce que j'imagine que vos affaires avant, c'était aussi quelque chose qui comptait pour vous. On ne devient pas entrepreneur, on ne crée pas son entreprise sans avoir... Donc le renoncement a dû pas être facile, ça a dû être un choix cornélien pour vous. Alors pas tant que ça, parce qu'il s'avère que j'avais auparavant une entreprise de traduction et d'interprétation. Anglais, espagnol, c'est ça? Italien. Italien aussi? Enfin, moi, anglais, espagnol, italien. Ouais. Enfin, belge et canadien sous la torture, mais... Dis donc. Parlez-nous un peu en canadien. Alors, non, José est beaucoup mieux que moi pour ça. Belge, ça va un peu mieux. Et en fait, quand j'ai démarré cette société en 99, Google faisait 20% de bonnes réponses. Et quand je l'ai vendu, il faisait 20% de mauvaises réponses, Google Trad. Donc c'était, on va dire, un métier qui partait vers la fin et il fallait de toute façon trouver une voie de reconversion. Et je n'avais pas du tout prévu de me reconvertir dans la restauration. Je regardais plutôt dans des métiers de service et dans des métiers de type, pourquoi pas la banque, puisque j'avais une formation d'école de commerce, donc ça aurait pu répondre. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit heureusement. Heureusement que même avec la crise sanitaire aujourd'hui, même avec le Covid, même avec ce qui se passe, tous les jours quand même, alors que c'est la crise, alors que le métier est difficile, tous les jours, c'est une nouvelle aventure et c'est une joie de se lever pour aller travailler et exercer ce métier qui, certes, est actuellement sinistré, mais qui ne demande qu'à revivre du lendemain où le gouvernement nous permettra de recevoir de nouveau du public. Quand vous dites « nous permettra », ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que les conditions mises en place par le gouvernement sont trop dures par rapport à votre activité? On est fermé au public. Donc, et on a le droit de faire de la vente emportée que jusqu'à 18 h. On peut ensuite livrer. Donc les clients ne peuvent récupérer en click and collect que jusqu'à 18 h leur plat. Et après, c'est du service à domicile, en livraison. Et puis, on est fermé au public. Donc
La plupart des établissements font entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires habituel, 20% le week-end, plutôt 10% la semaine. Donc évidemment, on a aujourd'hui des modèles économiques qui sont des modèles de survie, et c'est même pas des modèles que vous comprenez. Ah oui, tout à fait. Alors complètement. Je dis toujours, donc je suis également vice-présidente de l'UMI, qui est le premier syndicat national de l'hôtellerie-restauration, vice-présidente Île-de-France, je précise. Ouais. Et on comprend tout à fait qu'on n'a pas envie d'être taxé d'assassin. Si le virus se transmet comme cela est dit, et pas prouvé, parce que des études contradictoires les unes des autres, dont une récente étude néerlandaise qui nous indique que le virus se propage plus quand on n'est pas ouvert que quand on est ouvert, puisque la gestion des fêtes et des réceptions n'est absolument pas faite dans des mesures sanitaires correctes. Mais si effectivement nous sommes vecteurs numéro 1 de contamination, contrairement à ce que le dit un collectif, restons fermés, ne restons pas ouverts. Maintenant, il faut que l'État réponde à cette indemnisation, puisque n'importe qui aujourd'hui est licencié et salarié, il a le droit à une indemnisation dès le premier jour. Pour la plupart d'entre nous, nous avons eu nos premières indemnisations au second confinement, c'est-à-dire en novembre. Donc on a un premier confinement où très peu d'entre nous ont eu des aides, et très faibles, parce qu'ils ne répondaient pas aux critères d'éligibilité. Et nous, on demande... C'était quoi? C'était un problème de nombre de... Il n'y avait pas assez de chiffre d'affaires, enfin, vous n'aviez pas 50% de moins de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent? Non, c'était... Alors, quand on a été fermé, on a été fermé pour la première fois après le 15 mars. Donc, évidemment, cette fermeture-là, elle était post 50% de chiffre d'affaires le 14 mars ou 15 mars. Donc, la plupart d'entre nous avions déjà fait le chiffre d'affaires de mars. Avril, mai... Enfin, pas le chiffre d'affaires, mais plus de 50% du chiffre d'affaires. Les conditions d'éligibilité donc étaient caduques pour la plupart d'entre nous en mars. Avril, mai, il y avait très très peu, toutes les petites structures, et encore, c'était des montants à 1 500 €, donc c'était des toutes petites indemnisations. On a ouvert en juin. Certains ont fait des belles saisons, d'autres moins. Ceux dans le sud ont fait des très belles saisons. Les Parisiens ont fait des très mauvaises saisons. On a été refermé de nouveau fin octobre, avec quand même 15 jours de couvre-feu. Donc ces 15 jours-là de couvre-feu, on a travaillé jusqu'à 21h, mais le mois était fait. Donc c'est à partir de novembre, après des fermetures totales, que les indemnisations à partir de 10 000 € pour le secteur ont débuté. Donc on a quand même eu plus de 5 mois, on va dire, de fermeture ou demi-activité ou semi-activité non indemnisée. Donc certains ont pu survivre avec le PGE, d'autres, la plupart de nous les ont obtenus, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur prévoit 20 à 30% de non-réouverture une fois qu'on va dire toutes les mesures d'oxygénation, d'accompagnement, de survie seront levées. Et ce pourcentage-là, est-ce que c'était des entreprises qui étaient déjà dans une situation fragile avant le Covid, ou est-ce que c'est vraiment la crise sanitaire qui a fait basculer dans le côté obscur leur équilibre? J'imagine que c'est tous des cas particuliers, mais vous avez peut-être vous avez peut-être une idée dans les statistiques de ceux qui de toute façon étaient dans une situation précaire, ou ceux qui effectivement ont vraiment basculé à cause de la crise. Je pense que ceux qui étaient dans une situation précaire, de toute façon, auraient basculé. On n'a pas le pourcentage aujourd'hui, mais il est très peu représentatif de ceux qui vont basculer du fait de la crise sanitaire. Les bailleurs ne jouent pas le jeu, il faut le dire. C'est-à-dire que toutes les paroles que je récolte, que ce soit du collectif, les TOC de la REP, dont on parlera tout à l'heure, ou du syndicat, tout le monde me dit les bailleurs ne nous ont rien fait, ils ne nous aident pas. Est-ce qu'ils le peuvent seulement? Alors, ils le peuvent, puisqu'ils ont une aide de l'État qui est l'État a légiféré sur une indemnisation des bailleurs.
et en tout cas une remise sur leur déclaration d'impôt. Donc ils ont Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand ils vous disent qu'ils ne vont pas vous aider? C'est pas leur préoccupation? Alors ils disent qu'ils sont comme nous, ils sont victimes du Covid et que ce n'est pas à... En fait, aujourd'hui, ce n'est pas à nous d'aller nous heurter aux bailleurs qui ne pouvons pas aller contre le pot de fer, puisque les bailleurs sont les propriétaires des murs des établissements dans la plupart du temps, et notamment dans la restauration. Donc ce n'est pas à nous d'aller frontalement perdre notre bail et nous heurter aux bailleurs. Ce n'est pas non plus à nous d'aller nous heurter aux assureurs. Alors les assureurs aussi, est-ce qu'ils jouent le jeu, les assureurs? Pas du tout. Très peu d'entre nous avons eu des indemnisations des assureurs, ou alors... Est-ce que c'est des histoires de contrats qui ne prévoyaient pas ce genre de situation, ou est-ce que c'est de la mauvaise foi? Ou c'est autre chose? Ou c'est tout simplement eux aussi, chacun sa merde, entre guillemets? Chacun, on ne peut pas en vouloir à chacun de prêcher pour sa paroisse. Ouais. On peut en vouloir aujourd'hui à l'État de ne pas légiférer sur ces contrats privés. Donc ce sont des contrats privés, que ce soit le bail, que ce soit l'assurance, contrairement à l'État, contrairement aux banques, où là l'État s'est engagé par le PGE, prêt garanti par l'État, à répondre aux défaillances des entreprises. Eh bien, il faudrait que maintenant, l'étape d'après, ce soit que l'État s'engage à répondre aux défaillances des bailleurs et s'engage à répondre aux défaillances des assurances. Puisque aujourd'hui, on a une trilogie, nous, quel que soit le business dans lequel on travaille, on a la trilogie bailleur, banque, assurance. Donc, pourquoi avoir joué le jeu sur une partie et ne pas avoir joué le jeu sur les deux autres? Les bailleurs, je les comprends, ils ont aussi des investissements, des prêts sur lesquels sont adossés des loyers également à rembourser. Mais les bailleurs aussi ont eu un PGE. Les bailleurs aussi ont eu des garanties de l'État. Donc c'est ça qu'il faut faire? C'est ça que vous demandez à l'État? Je demande à l'État de prendre ses responsabilités envers les bailleurs et envers les assurances, parce que ce n'est pas à nous, petites PME, petites structures, d'aller frontalement avec des gens qui sont nos propriétaires et risquer de perdre le bail, et qui sont nos assureurs et risquer de perdre nos garanties. Donc oui, effectivement, j'ai conscience que ce sont des contrats privés, mais l'État est parfaitement capable de se substituer à nous pour aller négocier ces contrats privés. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il lui en coûte à l'État, tout à fait. De toute façon, le quoi qu'il en coûte est loin d'être à la hauteur des promesses. Moi, le soir où M. Macron est intervenu et a dit « quoi qu'il en coûte, je serai là », j'étais sereine. 8 mois plus tard, je suis non pas sereine, mais je suis mortifiée de ce manque de parole. Et puis on ne dit pas quoi qu'il en coûte quand le problème c'est l'argent. On réfléchit avant de savoir ce qu'on a dans les caisses et de ce qu'on va pouvoir emprunter, avant de prendre la parole et de dire quoi qu'il en coûte, et ensuite de dire « ah oui, mais bon, il y en a quand même qui seront laissés sur le carreau ». Ben non, quoi qu'il en coûte, on ne laisse personne sur le carreau. Ni les fragiles, ni les solides. Alors néanmoins, après ce passage un peu de crise et de réalité, vous êtes une battante et vous y croyez. Et parmi aujourd'hui, dans votre profession, c'est peut-être pas une majorité d'entre vous qui y croient. Alors peut-être que vous avez un optimisme naturel plus fort que les autres. Une résilience, c'est à la mode. Une résilience, mais vous avez peut-être aussi des idées. Et peut-être que vous pouvez les faire partager. Vous avez 3 établissements, enfin vous en avez 2, vous en ouvrez un 3e. Ouvrir un restaurant aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui auraient cette folie dans la tête. Alors il faut parier sur l'avenir. Ouais. Je pense que, comme tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, la vie est risquée, que entreprendre est risqué, que ce soit quel que soit le secteur aujourd'hui de toute façon, en pandémie, mis à part travailler dans la santé et les vaccins, et encore, on a bien vu que même Pasteur n'y arrivait pas, entreprendre est risqué. À partir du moment où on choisit d'être entrepreneur, il faut regarder devant et pas derrière. Il faut regarder le potentiel, comme on appelle en anglais le goodwill, c'est-à-dire ce qu'est la bonne volonté de ce qui peut nous arriver, que de regarder le verre à moitié vide.
Donc j'ai décidé de regarder le verre à moitié plein, de me dire que ça passera. Certes, on réouvrira dans des conditions sûrement qui seront des conditions de restriction avec des jauges et on l'acceptera et on adaptera le personnel avec le chiffre d'affaires et puis on adaptera les charges fixes au chiffre d'affaires, bien que les charges fixes restent fixes comme leur nom l'indique. Et puis on va regarder ce qui se passe. On a vu une opportunité, on l'a saisie. Maintenant, on a un restaurant qui est fin prêt à ouvrir, pour lequel, je le rappelle, nous n'avons aucune aide puisque nous n'avons pas ni de N-1 ni de M-1 à proposer, ce qui est le problème de tous les établissements qui ont ouvert en 2020. C'est un énorme trou dans la raquette. Il n'y a absolument aucune couverture pour ces établissements-là, dont je fais partie. Et donc, nous attendions patiemment les ordres de réouverture, mais effectivement, il faut se dire qu'après la pluie, le beau temps, et que de toute façon, l'été arrive. Alors, justement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que après, effectivement, avoir compris votre message et votre combat pour l'ensemble de votre profession, j'ai envie qu'on creuse un petit peu. Je voudrais que vous nous parliez du cercle de Montévrain, je voudrais que vous me parliez du gorille de Lagny-sur-Marne, et puis après que vous me racontiez, ça va être quoi l'histoire du circus? Parce que j'imagine que chacun a son propre chemin, son propre ADN, mais en même temps, il doit y avoir un fil rouge conducteur qui raconte cette histoire. Alors c'est quoi? D'abord le cercle. Alors, le cercle, donc l'ADN commun, c'est les brasseries parisiennes. Ce sont les codes des brasseries parisiennes. Ça, c'est l'ADN commun aux 3 établissements. La géographie aussi, peut-être, on est tous. Alors, on est dans l'Est parisien. Voilà, on est dans l'Est parisien, on est en Seine-et-Marne. On est des betteraviers, non pas de naissance, mais d'adoption. D'accord. Et on aime notre territoire. Je dis on parce que c'est une aventure familiale, puisque j'entreprends avec mon époux. Et notre fille aînée nous a rejoints il y a déjà bientôt 2 ans. Donc le cercle, d'abord, c'était l'idée de... On était à Paris avant, et c'était l'idée de revenir sur nos terres. Donc d'abord le cercle à Montévrain. Ensuite, voyant que ça marchait bien et puis que c'était un produit qui correspondait aux besoins, on va dire, locaux, c'est-à-dire de ne pas retourner systématiquement à Paris pour avoir une brasserie et manger, on va dire, sur le pouce à toute heure. C'est ça la brasserie, c'est aussi la convivialité, c'est souvent de la bonne bière, du bon vin. La brasserie, c'est répondre, c'est comme Michel Sardou, c'est de 7 à 77 ans, c'est comme la maladie d'amour. Ouais. On peut y aller à tout âge, on peut y aller à tout moment, et on peut y aller surtout pour manger, que ce soit un croque-monsieur, si on a envie de manger un croque-monsieur, à 12 ou 14 euros, ou on peut également y aller pour manger une côte de bœuf, un wrap, une frite, un café. C'est de s'installer de 11h à 23h, à tout moment, pour boire, manger, grignoter, en famille, un repas d'affaires, voilà, avec des copains, une planche, un apéro. C'est ça la brasserie. Et moi, on m'a même dit la grande meule de fromage. Ah. C'est quoi ça? Alors en fait, dans une grande meule de parmesan, on fait chauffer du cognac et on fait flamber du cognac et auquel ensuite on ajoute les pâtes. On fait un mélange avec également un savoureux avec des herbes, d'autres arômes, etc. C'est fait devant le client sur un chariot. Alors pendant le Covid, ça n'était malheureusement pas fait devant le client parce qu'on ne pouvait pas faire circuler la meule d'une table à une autre, mais normalement c'est devant le client. Et on vous sert dans l'assiette votre plat. Ce sont les pâtes dans la meule de parmesan. Et donc chaque restaurant aura sa spécialité. Donc ça c'est pour le cercle. Le cercle, le Faut gorille. qu'on aille un peu vite parce que effectivement 20 minutes ça passe vite. Alors dites-moi, le gorille c'est quoi la spécialité? Le gorille c'est la viande maturée. C'est à Lagny-sur-Marne. Hein. Oui, la viande maturée. L'angus. Entre autres, Angus, Kobe. Et le circus, je ne vous le dis pas, je vous le laisse découvrir. Alors le circus, donc ça ouvre après le confinement.
Dès qu'on aura le go Enfin, du après gouvernement. Voilà, dès le go. Et du coup, je sais quand même qu'il y aura 3 ambiances différentes. Oui. Donc, ça reste le mystère ou on peut quand même citer les 3 ambiances? Alors, il y aura 3 ambiances. Une ambiance brasserie parisienne, Ouais. une ambiance bar d'hôtel et une ambiance cocooning. Bon. Et donc, quand on en aura la possibilité, ces ambiances, on peut les réserver pour les privatiser. On peut participer à des événements, des concerts, des choses comme ça? Alors, il y aura des concerts toute l'année. Ça s'appelle le Circus, donc on aura des artistes du cirque qui se produiront, dont une association du cirque à Montévrain qui nous a déjà fait des spectacles cet été au Cercle et au Gorille. D'accord. Et on aura également de nombreuses animations culinaires, avec des dégustations de vin. Avec des bonnes caves aussi dans vos... Et des animations également de bartending, puisque nous avons recruté le champion du monde de bartending qui viendra travailler sur nos 3 établissements. Bartending? C'est-à-dire le flair, c'est-à-dire jongler avec des bouteilles et des cocktails. Impeccable. Allez, il nous reste une poignée de secondes pour que vous me parliez des tocs de la REP, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quoi? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais essayer d'être rapide. Ce confinement et cette crise sanitaire a mis en avant la fragilité des femmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les acquis que l'on gagne jour après jour, année après année, génération après génération, sont extrêmement très fragiles. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, en quelques mois de crise, on recule 20 ans en arrière sur les taux d'emploi des femmes, sur leur place dans le foyer. Mais vous m'avez précisé que c'était d'abord une aide économique. Et donc j'ai créé les TOC de la REP pour donner un collectif de femmes dans la restauration, un petit peu des Marianne de la restauration, pour répondre aux femmes à leurs questions économiques, à une vraie parole économique, c'est-à-dire de quelles sont mes aides, mon comptable m'a dit si est-ce que c'est vrai, etc. Souvent, ça se transforme en une parole privée. Aujourd'hui, on a 400 membres et je voudrais que ça devienne d'un collectif à une fondation afin de pouvoir subventionner, aider via le microcrédit ou des prêts d'honneur des femmes à s'installer, à poursuivre pour que l'emploi des femmes soit sécurisé. Encore des projets plein la tête. Oui, toujours. Encore. Une dernière question, est-ce que vous acceptez qu'on diffuse cette émission? Bien sûr, avec plaisir. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. On aurait pu encore en parler des heures. Et puis je vous l'avais dit, 20 minutes, ça passe vite. Vous m'avez mis l'eau à la bouche, mais j'espère que vous aussi, vous avez eu envie de déguster les bons plats des restaurants de Delphine Mériot. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une nouvelle émission de Mon Quotidien TV. Et je vous dis donc à très bientôt. Bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.